Chères étudiantes, chers étudiants, aujourd'hui nous entamons notre 5e séance. Il sera consacré au traitement du cas numéro 2, intitulé « Le cieux cristal, un tournesol équipé d'une boussole ». Avant d'entamer le traitement de ce cas-là, il me semble judicieux, important de faire un rappel de la 4e séance, qui portait, comme vous le savez déjà, sur l'outil que nous souhaitons mobiliser, que nous souhaitons utiliser maintenant, c'est l'outil SWOT. Commençons d'abord par sa définition d'Octave Gélinet. Dans cette définition, on peut lire ce qui suit. La stratégie d'une entreprise est l'ensemble de décisions destinées à adapter dans le temps et dans l'espace les ressources de la firme aux opportunités et aux risques d'un environnement et des marchés aux mutations constantes. Comme vous pouvez le remarquer, j'ai mis le verbe adapter en gras, juste pour attirer votre attention sur les deux dimensions fondamentales que nous retrouvons dans le modèle SWOT. Ces deux dimensions-là, que nous avons déjà évoquées dans la séance 4, entreprise, environnement, dimension interne, dimension externe. Le modèle SWOT nous permet ainsi de restituer cette dichotomie entreprise-environnement, ou de faire, si vous voulez, la synthèse entre les deux. Une partie de l'analyse porte sur des facteurs sur le contrôle de l'entreprise, les forces et les faiblesses. Ce sont les facteurs que l'entreprise peut maîtriser. Autre partie porte sur les facteurs échappant largement à ce contrôle, les menaces et les opportunités. Que peut-on en déduire? On peut déduire ce qui suit. Le contrôle dont dispose l'entreprise n'est pas un contrôle sans l'influence de l'environnement. Ce n'est pas un contrôle sans influence. C'est un contrôle sous l'influence de son environnement. Dans cette perspective, quel est le rôle de la stratégie? Son rôle consiste tout simplement à assurer une adéquation entre l'état de l'entreprise, l'état de ses ressources, et donc l'état de son environnement. Assurer une meilleure adéquation donc revient et s'impose comme une question critique, une question problématique en stratégie. À ce stade, quelques précisions sont utiles à faire à propos des ressources. Commençons d'abord par poser cette question. Du moment où nous avons dit une adéquation entre l'état des ressources dont dispose l'entreprise et l'état de son environnement. Et cette question-là est la suivante. Qu'est-ce qui va se passer si les ressources sont en décalage avec l'évolution de l'environnement? Si les ressources sont en décalage par rapport à l'évolution de l'environnement, l'entreprise met en péril, en danger son activité. Prenons un exemple. Le développement, par exemple, des usages commerciaux de l'Internet a ainsi entraîné une obsolescence accélérée des réseaux de distribution physique. Par exemple, le développement de l'activité d'Amazon sur Internet il a affaibli les libraires traditionnels. Du moment où Amazon, ils vendent des livres sur Internet. Netflix, il met en jeu, il met en difficulté les salles de cinéma. Les banques en ligne, il met aussi en difficulté les banques traditionnelles. Que peut-on retenir de ces exemples? Il y en a d'autres, bien sûr. On peut retenir deux choses. Le choix des ressources ne sont pas identiques, quelle que soit l'entreprise. Et aussi, le choix des ressources et de leur combinaison dépend de la nature de chaque activité et chaque secteur. Pour ce faire, il faut comprendre cela. Supposons que les entreprises disposent de 4 ressources. Comme entreprise, nous avons Coca-Cola, une banque quelconque, Apple, puis les consultants, un cabinet de consulting. Et comme ressources, nous avons les ressources humaines en rouge, nous avons les ressources recherche et développement, innovation en jaune, et vous avez les ressources financières, les administrations en bleu,
Et puis vous avez les ressources commerciales et marketing en vert. Essayons maintenant de voir leurs combinaisons selon la nature de chaque activité. Que constatons-nous? Par exemple, pour les ressources en rouge, les ressources humaines, ils dominent davantage dans les cabinets de consulting. Ils misent davantage sur l'expertise des talents, l'expertise des consultants pour mener à bien leur mission d'audit, par exemple. Du côté de Apple, vous pouvez voir que les ressources stratégiques, ce sont des ressources liées à l'innovation, recherche et développement. Et du côté des banques, ce sont les ressources financières. Et du côté de Coca-Cola, par exemple, vous avez les ressources marketing et vente. Et donc, les 4 exemples que vous avez, toutes les entreprises disposent des mêmes ressources. Mais le choix des ressources, c'est un choix qui est stratégique, lié à l'activité exercée, comme le secteur du boisson, le boisson gazeuse. Et là, vous avez quoi? Vous avez les mêmes ressources, ne sont pas combinées de la même manière, quelles que soient les entreprises. Après ce rappel et après avoir présenté dans ce qui précède, dans ce que nous avons entamé jusqu'à présent, et il sera question maintenant de traiter le cas numéro 2. Le cas intitulé le surcristal, un tournesol équipé d'une boussole. L'énoncé dans ce cas est disponible dans votre support du cours, de la page 13 à la page 15. Et nous allons avoir 3 questions que nous allons traiter. La première question, nous allons rappeler la définition du modèle SWOT très brièvement. La deuxième question, on va s'intéresser à l'analyse SWOT, à l'application de l'analyse sur le cas de ce cristal. Et la troisième question, nous allons essayer de répondre à la problématique de l'adéquation entre capacité stratégique de ce cristal et les facteurs clés de succès chez ce cristal. Concernant la définition de SWOT, la définition de la matrice SWOT, elle était déjà abondamment traitée. Nous allons essayer rapidement de prendre une définition très succincte, qui est la suivante. La matrice SWOT permet de faire l'état. Il permet de faire l'état. La matrice SWOT permet de faire l'état des lieux de la situation d'une organisation à un moment donné, d'une optique prospective plutôt qu'une rétrospective. Il s'agit donc d'analyser la situation des structures tout en gardant à l'esprit les perspectives d'avenir de celles-ci. Et donc la réflexion commence dès l'analyse. C'est là on va envisager, si vous voulez, le futur le plus désiré, le plus plausible pour une entreprise. La matrice SWOT se focalise ainsi à la fois sur le fonctionnement interne, à travers les forces et les faiblesses, et sur l'environnement externe, à travers les opportunités et les menaces d'une organisation. Par rapport maintenant à la question 2. La question 2 nous demande d'effectuer une analyse SWOT du groupe Le Surcristal. Et pour effectuer une analyse de SWOT du groupe Le Surcristal, il me semble pratique et pédagogique d'effectuer, ou si vous voulez, d'affecter les informations dans la matrice selon un certain nombre de critères. Pour qu'on puisse comprendre, si vous voulez, chaque information qui est considérée comme une faiblesse, on doit comprendre un peu le sens, le critère que nous avons utilisé pour affecter telle information dans les rubriques faiblesse, menace, opportunité, force. Je précise ce que je viens de dire. Donc vous avez quoi? Vous avez par exemple 3 critères concernant les forces et les faiblesses et 3 critères concernant les opportunités et les menaces. Comme force, vous avez les 3 critères qu'on va utiliser pour combler les faiblesses. Vous avez la position, les activités, l'organisation. Donc on va classer, si vous voulez, les informations qui existent sur le support de cours en fonction de ces 3 critères.
Et aussi, on va classer les informations qui existent sur votre support du cours, dans le cas numéro 2, selon les 3 critères, offre, demande, influence. Qu'est-ce qu'on entend par position, activité, etc. Lorsqu'on dit position, ça veut dire quel est le rang qu'occupe l'entreprise dans son environnement concurrentiel. Donc, si une position elle est confortable, c'est une force. Si une position non confortable, ça peut être une faiblesse. Aussi, les activités, l'importance des marchés, des marchés dans lesquels opère l'entreprise, l'équilibre des activités, l'effet des synergies, leur potentiel. Quant à l'organisation, nous avons l'efficacité de la structure et du fonctionnement interne. Maintenant, du côté de l'analyse externe de l'environnement, nous avons l'offre, il s'intéresse à l'intensification de la concurrence. Plus la concurrence est intensifiée, on va considérer ça comme une menace. Plus la concurrence est faible, on va considérer comme une opportunité. Les influences socioculturelles, les changements réglementaires, les diffusions de nouvelles technologies, ça peut être aussi une opportunité comme il peut être une menace. La demande aussi, concernant l'évolution du comportement des clients et les marchés émergents. Et donc, on va essayer maintenant de synthétiser et d'affecter les informations qui existent sur le cas selon ces éléments, de telle manière qu'on puisse rendre plus intelligible l'analyse SWOT. Donc, concernant les forces, comme force, vous avez la position. Dans le cas, vous avez que le Sokital est un leader du secteur des huiles du coca gras. 65% du DAS, il occupe 65% du DAS, l'huile végétale, 90% du DAS, savon corporel, 70% du DAS, savon de ménage. Donc la position, c'est une position forte. Vous avez aussi l'activité, l'important de son réseau de distribution. Le réseau de distribution de ce cristal, vous avez 60 000 détaillants qui sont livrés chaque semaine, 2000 grossistes et demi-grossistes aussi, 300 grands et moyens surfaces hebdomadaires qui sont livrés chaque semaine. Et avec 13 entrepôts qui sont localisés à travers le Maroc. Et ça vous donne une idée sur l'importance des distributions sur lesquelles mise le Socristal pour rendre son marché moins contestable. Vous avez aussi l'organisation. Dès qu'on parle d'organisation, on parle de l'efficacité du fonctionnement interne. Cette efficacité du fonctionnement interne, il peut se lier à travers deux éléments. Concernant la réduction des coûts et concernant la réduction des charges d'exploitation. Concernant la réduction des coûts, par l'accroissement des capacités de raffinage. Dans le site Ain Harouda de Casablanca, le Socristal dispose de 7 lignes de production qui peuvent produire jusqu'à 1,1 million de litres par jour. Ils peuvent embouteiller jusqu'à 28 000 bouteilles d'huile par heure. Ça vous donne une idée un peu sur la capacité de production de ce cristal et qui va permettre à ce cristal de faire un gain en termes d'économie d'échelle. Et donc, il va générer une productivité supplémentaire qui a généré une productivité supplémentaire de 15% pour le cristal. Concernant maintenant la réduction des charges d'exploitation, vous pouvez lire sur le support, le cas, que l'exploitation des résidus de la trituration des olives est utilisée comme une combustible propre et renouvelable. Et cela a entraîné, si vous voulez, une réduction de 25% de la consommation de fuel et la réduction, si vous voulez, des émissions de gaz à effet de serre, générant une économie très substantielle sur le coût de production de la vapeur et aussi sur l'utilisation de l'eau. Et donc l'utilisation d'eau. Donc il y a une économie de l'eau réalisée en 2010 de moins 26%. Et donc là on assiste quoi? Une réduction des charges d'exploitation. Ça représente quoi? Ça représente une force. Concernant maintenant l'activité, c'est un potentiel. Ça veut dire le potentiel dont dispose le cristal lié à quoi? À son notoriété, au développement de notoriété. Et la notoriété de ce cristal dépend de quoi? Dépend de l'image de marque, dépend aussi de la qualité et la sécurité liée à la certification de ces produits par ISO qualité. Vous avez aussi l'organisation concernant l'efficacité de la structure.
Et donc le Sucre Cristal a misé beaucoup sur le développement de la filière oléicole. Et l'oléicole, lorsqu'il a créé deux sociétés, Domaine Jawara, qui est située à Meknès, et Société d'exploitation oléicole, qui est située à Kalat Starna. Et ça consiste à quoi? Ça a adopté une stratégie d'intégration en amont qui lui permet, si vous voulez, d'améliorer la qualité de l'olivier récolté, bien sûr. Et cette qualité de l'olive récoltée, ça permet à Sucre Cristal de gagner 1 euro de plus par chaque litre de l'huile d'olive exportée à l'étranger. Concernant les faiblesses maintenant, l'affluence des marchés, l'activité. Il y a une forte dépendance au cours des matières premières importées, des huiles brutes. 90% des matières sont importées. Et ça représente quoi? Ça représente une faiblesse. La position de Sucre Cristal sur le segment de DAS, l'huile d'olive. Une position de faiblesse. Donc le retard sur le marché des huiles d'olive du fait de concurrence du marché informel. Et donc le Sucre Cristal n'occupe que 14%. Vous avez aussi la position concernant la présence hors du Maroc. Le Sucre Cristal a une grande capacité de production qui n'arrive pas encore à exploiter, disons, efficacement à l'international. Concernant les opportunités, vous avez le potentiel des marchés émergents. Potentiel des marchés émergents aussi en Afrique. La demande, le développement des marchés des huiles diététiques sans cholestérol et enrichis en oméga, surtout qu'on assiste à un changement des modes de vie, modes de consommation au Maroc. Vous avez l'influence concernant une influence positive, surtout avec le plan Maroc vert, qui propose de financement du développement. Et cela a entraîné quoi? Ça a entraîné un accord signé avec l'État en avril 2013 et qui permet, si vous voulez, de chercher à créer une filière oléagineuse, une filière de production de l'huile d'olive, depuis la culture jusqu'à la transformation. Maintenant, concernant les menaces, vous avez des influences négatives. Et vous pouvez remarquer que nous avons cité ici des influences positives, et là nous avons cité des influences négatives. Les influences négatives, vous avez le démantèlement tarifaire sur les tourteaux de soja, suite à l'accord de libre-échange avec les États-Unis. Et cela a entraîné quoi? Il renforce la concurrence à l'exportation, affaiblit les marges de trituration. Donc il revient moins cher d'importer des huiles brutes depuis l'étranger que de triturer les graines oléagineuses pour produire de l'huile brute et de le raffiner. Concernant l'offre, vous avez la disponibilité de l'huile d'olive à prix bas favorise la substitution de l'huile de table par l'huile d'olive. Donc plus l'huile d'olive produite en secteur informel est abondante, plus le prix il baisse, plus le consommateur a tendance à remplacer la consommation de l'huile de table par l'huile d'olive. Et vous avez la demande. On assiste à un changement des habitudes de consommation sur le marché des savons des ménages. Et donc, ce qui fait, et ça c'est lié à quoi? Lié au développement, changement de mode de vie, et lié surtout à l'accès de la femme au travail, vous avez lié à l'urbanisation, vous avez la prise de conscience des consommateurs, etc. Et vous avez l'offre liée à quoi? Une forte concurrence sur l'entrée de gamme, l'huile de table. Et donc, il y a une forte concurrence sur le DAS de l'huile de table entrée de gamme. Et donc, à partir de cette analyse, on va essayer maintenant de répondre à la troisième question. Évaluer l'adéquation entre capacité stratégique de l'huile cristal et les facteurs clés de succès. L'analyse SWOT a permis, comme vous l'avez constaté, d'identifier un certain nombre de forces, de faiblesses, d'opportunités, de menaces. Observons maintenant la combinaison de ces éléments. Et comment on va pouvoir les combiner. Et on va donc combiner ces éléments-là, ça revient à quoi? À évaluer l'adéquation entre capacité stratégique et facteur de succès. Et pour ce faire, nous allons nous appuyer sur une échelle d'évaluation qui va de moins 3 à jusqu'à plus 3. Donc si nous avons une note plus, cela signifie que le Sucre Cristal possède une force qui lui permet d'exploiter une opportunité ou qui réduit l'impact d'une menace. Et donc si nous avons une note moins, cela correspond à une faiblesse qui risque d'empêcher le Sucre Cristal de profiter d'une opportunité
ou qu'il expose un impact d'une menace. Commençons d'abord de faire ce croisement. Et donc là, le croisement, on va le faire à travers ce tableau-là. Vous pouvez remarquer que nous avons retenu, parmi les facteurs d'évolution clés de l'environnement, nous avons retenu les substitutions de l'huile de table par l'huile d'olive, changement des habitudes, pression concurrentielle sur l'entrée de gamme, potentiel des marchés émergents, saturation des marchés développés. Et concernant les principales forces, principales faiblesses, nous n'avons pas cité tout, nous avons retenu que l'essentiel. Nous avons retenu 3 du côté des forces et 3 du côté de faiblesse. Maintenant, on va essayer de croiser à chaque fois les principales forces, les principales faiblesses avec les évolutions clés de l'environnement qui se trouvent rangées de façon ici que vous avez en face de vous depuis de substitution de l'huile de table jusqu'à la saturation des marchés développés. Donc si on croise la gamme des produits avec la substitution de l'huile de table par l'huile d'olive, est-ce que la gamme de produits va réduire la menace de la substitution? Donc on va donner la note +1. Donc on va considérer que ça ne va pas réduire beaucoup, mais ça va dissuader les consommateurs à ne pas rompre, si vous voulez, le contrat de fidélité qu'ils ont avec des produits de l'isocristal. Est-ce que la gamme de produits va pouvoir, si vous voulez, réduire la menace concernant le changement des habitudes? Oui. Et donc, plus l'entreprise va miser sur l'amélioration, l'élargissement et le développement de sa gamme, et grâce à l'innovation, grâce à la diversification, plus il va pouvoir répondre à ces changements des habitudes de consommation. Est-ce que la gamme de produits va réduire la pression de la concurrence sur l'entrée de gamme? Oui. Et donc, l'entreprise va jouer quoi? Sur le facteur de la variété pour, si vous voulez, de réduire la pression, l'intensité concurrentielle sur l'entrée de gamme. Donc, si le surcristal est attaqué sur l'entrée de gamme, il y a d'autres gammes qui constituent, si vous voulez, un moyen de, un moyen de tranquillité, un moyen qui permet à ce cristal de ne pas subir des attaques sur tous les fronts. C'est ça ce que je veux dire. Et donc la gamme des produits, est-ce qu'il va permettre de réduire le potentiel des marchés émergents? Oui. Oui, à plus 1. Parce que la gamme de produits, même si les produits sont disponibles au Maroc, est-ce que s'ils ne sont pas exportés, ça ne va pas permettre d'exploiter le potentiel? Donc le cristal, il doit miser sur quoi? Sur des alliances à l'étranger pour faire parvenir cette gamme de produits à l'étranger. On va dire plus 2. Est-ce que la gamme de produits permet de réduire la saturation du marché développé? Oui. Parce que si vous avez des produits d'entrée de gamme qui sont saturés, la gamme de produits permet à l'isocristal de, si vous voulez, de ne pas être soumis, si vous voulez, à ce problème de saturation. Donc tous les produits de l'isocristal ne sont pas saturés. Il n'y a que les produits d'entrée de gamme. Réseau de distribution, est-ce qu'il permet de redistribution? Non. Il va permettre de faire parvenir les produits sur l'échelle du pays, mais il ne va pas réduire la menace de la substitution. Là, le secrétaire doit miser davantage, si vous voulez, sur le rapport qualité-prix et bien d'autres facteurs. Est-ce que le réseau de distribution permet de réduire la menace de changement? Non, ça n'a rien à voir. 0. Est-ce que le réseau de distribution permet de réduire la pression concurrentielle? Oui, plus 3. Et donc, ça lui permet de rendre ce marché moins contestable. Est-ce que le réseau de distribution permet de réduire le potentiel? Non, 0. Parce que le réseau de distribution, c'est un réseau de distribution national. Il faut un réseau de distribution international pour que le cristal puisse exploiter le potentiel. Est-ce que le réseau de distribution permet de réduire la saturation des marchés développés? Oui. Et donc, il permet, si vous voulez, du fait de la gamme, il permet de faire parvenir d'autres produits phares chez les consommateurs. Et donc, le réseau de distribution permet de freiner cette saturation et de travailler sur d'autres produits qui sont bénéfiques pour le cristal. Est-ce que la capacité de production optimisation peut réduire la substitution? On va dire plus 1.
Et donc, ça permet de réduire le prix, par exemple, à la vente, mais ça ne peut pas réduire comment dire, ça ne permet pas de réduire la substitution. On va dire il permet de réduire la substitution, mais à un niveau très très faible. Est-ce que la capacité de production a permis de réduire la menace changement? Non, ça n'a rien à voir. Donc la capacité de production ne satisfait pas les besoins de changement d'habitude des consommateurs. La capacité par rapport à la pression, oui. Donc plus l'entreprise augmente sa capacité de production, plus il va disposer des moyens de guerre qui lui permettent, si vous voulez, d'inonder le marché et de rendre ce marché difficilement pénétrable. Est-ce que la capacité permet d'exploiter le potentiel? On va dire oui, plus 2. Donc il y a une surcapacité de production, un excédent de production qui peuvent être utilisés pour satisfaire ce potentiel. Est-ce que la capacité permet de réduire la saturation? On va dire plus 1. Et donc ça ne permet pas beaucoup de réduire la saturation parce que le marché est saturé. Et surtout qu'on sait que le DAS de l'huile de table, il augmente de 2-3% par année, le taux de croissance. Et donc, il y a une quantité de marchandises ou une capacité excédentaire que l'entreprise de Sukista doit chercher à écouler à l'international. Les principales faiblesses maintenant. Les fortes dépendances des cours par rapport aux substitutions. Donc, plus l'entreprise, il dépend, si vous voulez, des matières premières importées, des graines oléagineuses. Donc, 98% des matières premières sont importées. Et donc, ce qui fait que l'entreprise ne peut pas réduire ses coûts, et donc il ne peut pas réduire ses prix à la vente. Et si l'huile d'olive il est disponible en quantité suffisante sur le marché informel, cela va entraîner, si vous voulez, une véritable menace. Et donc, tout l'intérêt ici de développer une culture et la production des graines oléagineuses, tournesol de soja au Maroc, pour réduire cette dépendance de l'huile sur cristal à l'importation. La forte dépendance par rapport au changement des habitudes, non, ça n'a rien à voir. Forte dépendance par rapport à la pression concurrentielle, moins 2. Donc la forte dépendance au cours des matières premières importées les expose, si vous voulez, le sucre cristal à la pression concurrentielle. Donc la marge de le sucre cristal, il est tout le temps attaqué. Et la forte dépendance par rapport au potentiel des marchés, non. Et donc comment dire, les matières premières importées, si le coût des matières premières augmente, cela va faire que les prix à l'exportation vont aussi augmenter. Et cela n'est pas, si vous voulez, bénéfique pour exploiter le potentiel des marchés émergents. Est-ce que la forte dépendance des cours permet de réduire la saturation? Non. Et donc, ce qui fait que des cours des matières premières importées qui sont chères ne permet pas à la sucre cristal, si vous voulez, de réduire leur prix à la vente sur place, d'autant plus que c'est le segment d'entrée de gamme, et non seulement il est saturé, mais il est tout le temps, il subit une pression concurrentielle. Le retard sur le DAS, c'est l'huile d'olive par rapport à cette position, moins 2. Et donc ce qui fait que le sucre cristal, ce retard-là, qui permet à le sucre cristal d'accaparer de 14% des parts de marché. Et donc le sucre cristal est tout le temps exposé à l'abondance de l'huile d'olive sur le marché informel. Et donc il va falloir développer la filière oléicole depuis la culture jusqu'à la production et la transformation. Comment dire, et travailler d'autres facteurs qu'on va le voir par la suite. Le retard de DAS, l'huile d'olive, par rapport au changement des habitudes. Non, il ne me permet pas. D'autant plus que les habitudes de consommation concernant, comment dire, le consommateur marocain se tourne de plus en plus sur la consommation de l'huile d'olive, surtout la classe moyenne et la classe riche. Et donc, ce qui fait que ce retard-là ne permet pas de suivre le changement des habitudes de consommation.
Par rapport à la pression concurrentielle, non. C'est l'entrée de gamme, c'est l'huile d'olive, de l'huile de table. Nous, on parle de l'huile d'olive, c'est 0. Concernant le marché potentiel, non, moins 2. Et donc, ce cristal, s'il développe une filière, comment dire, une filière locale, avec un prix très compétitif, il peut exploiter le potentiel des marchés émergents. Concernant la saturation du marché, ça n'a rien à voir. Nous, on parle ici de saturation du marché concernant le DAS, l'huile de table, alors que nous, ici, il s'agit des menaces, l'huile d'olive. La présence au Maroc, comme une faiblesse par rapport aux substitutions, ça n'a rien à voir. Par rapport au changement des habitudes de consommation à l'échelle nationale, ça n'a rien à voir. Concernant la pression concurrentielle, c'est moins 2. Pourquoi moins 2? Parce que cette capacité de production excédentaire dont dispose le cristal, qui produit jusqu'à 1,1 million de litres par jour, donc ça c'est le niveau de cette capacité, avec une présence hors du Maroc qui a développé, qui constitue une faiblesse, le cristal il s'expose à la pression concurrentielle à l'échelle marocaine. La présence hors du Maroc par rapport au potentiel des marchés émergents, moins 3. Et donc, il va falloir développer une stratégie internationale pour exploiter ce potentiel-là et écouler la capacité excédentaire de production dont dispose ce cristal. La présence du Maroc par rapport à sa saturation, moins 3. Ça veut dire que non seulement que le marché local il devient saturé et il augmente sur le DAS, l'huile de table, de 2 à 3%, le cristal, il doit travailler sur le créneau international pour qu'il puisse ouvrir d'autres potentiels et d'autres débouchés pour ces produits. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'additionner les notes positives et les notes négatives. Et donc, on va voir ici plus 3, moins 4, puis plus 2, moins 2, plus 8, moins 4, plus 3 et moins 7, puis vous avez plus 5, moins 5. Donc nous, on va s'intéresser, si vous voulez, aux situations favorables et défavorables. On va se situer dans l'échelle des extrêmes. Là, vous pouvez remarquer que le cristal, comment dire, la capacité dont dispose le cristal, okay, lui permet, si vous voulez, d'avoir un avantage concurrentiel, c'est-à-dire par rapport à la pression concurrentielle entrée de gamme. Et donc une capacité qui lui permet, si vous voulez, de réduire les menaces. Par contre, concernant le potentiel des marchés, vous avez le cas contraire. Ça veut dire que le cristal n'arrive pas à exploiter ses capacités pour qu'il puisse exploiter les opportunités que lui offre le potentiel des marchés émergents. Là, vous avez en vert un avantage concurrentiel, et là, en rouge, vous avez par contre un handicap concurrentiel. Concernant l'avantage concurrentiel, ça veut dire que le cristal a la capacité nécessaire pour réduire la menace que vous avez ici. Et concernant le handicap concurrentiel, ça veut dire que le cristal, même s'il se dispose de cette capacité, n'arrive pas à exploiter le potentiel des marchés émergents. Et là, on est en train de résoudre l'adéquation entre capacité et facteurs clés de succès. Donc, je me limite à des exemples qui me semblent très illustratifs. Et donc, que peut-on en retenir? On peut dire que ce diagnostic stratégique nous a permis de mettre à plat les avantages, mais aussi les handicaps concurrentiels de ce cristal. Et à travers l'adéquation, l'évaluation de l'adéquation capacité facteur clé de succès, nous avons, si vous voulez, identifié à quel moment le cristal a un avantage et à quel moment le cristal a un handicap. Et donc nous sommes en train d'évaluer, si vous voulez, la capacité de ce cristal à exploiter les opportunités, sa capacité aussi de réduire les menaces.
L'identification des avantages et des handicaps concurrentiels résulte donc de l'évaluation du degré de maîtrise par le Ceux-qui-Start des facteurs clés de succès de son secteur d'activité. Et donc, qu'est-ce qu'on entend par avantage concurrentiel et qu'est-ce qu'on entend par handicap concurrentiel? L'handicap concurrentiel est une ressource qui fait défaut à le Ceux-qui-Start par rapport à ses concurrents. Donc, comme ressource, nous avons dit, par exemple, comme ressource, de pouvoir, comme facteur clé de succès, de pouvoir s'associer à des entreprises internationales pour pouvoir développer son activité à l'international. Et donc, une croissance externe limitée à l'international empêche le groupe de Ceux-qui-Start de mobiliser sa capacité afin d'exploiter les opportunités que lui offre le potentiel des marchés émergents. Donc, il y a une opportunité, par contre, la capacité actuelle dont dispose le Ceux-qui-Start ne lui permet pas de saisir cette opportunité. Du côté de l'avantage, vous avez un avantage concurrentiel. C'est quoi? C'est un ensemble de ressources, un processus de management ou encore un choix d'organisation qui permet à Ceux-qui-Start, qui le contrôle, de mieux se positionner que ses concurrents sur le coût de l'offre ou bien au plan de l'utilité ressentie par le client, du point de vue qualité, délai de livraison, performance, technique, image, etc. Et là, nous avons constaté que cet avantage concurrentiel, que la capacité stratégique dont dispose le Ceux-qui-Start permet de réduire les menaces en misant sur un certain nombre de facteurs clés de succès sur le rapport qualité-prix, sur la notoriété, sur le réseau de distribution, sur l'innovation. Ce sont autant de facteurs qui sont bien exploités pour le Ceux-qui-Start, d'un côté pour réduire les menaces et de l'autre côté pour défendre sa position concurrentielle. Donc sur ce, je vous souhaite excellente soirée. Merci beaucoup pour votre attention. À la prochaine et à très bientôt.